chronique, fibrosante, assez facilement reconnaissable à l'autopsie. Vous avez, comme vous le voyez sur la photo en bas à droite, des canaux biliaires qui sont très proéminents, blanchâtres. Quand vous les coupez, ils sont particulièrement épais. Et à la section, vous voyez généralement les petites douves qui se baladent dans les canaux biliaires. Ou si vous ne voyez pas de douves, vous pouvez voir des excréments de douves sous la forme de petits agglomérats qu'on voit très bien sur la photo en bas. Des petits agglomérats, c'est plein de petits points noirs et c'est significatif et c'est assez évocateur de la douve. Surtout quand vous les trouvez, il faut les chercher un petit peu. Elles sont généralement très très repliées tout au fond des canaux biliaires. Mais lorsque vous voyez des canaux biliaires épaissis, allez chercher un petit peu plus loin si vous les trouvez. Un gros morceau dans les affections digestives, c'est les réticulopéritonites traumatiques, qui je les traiterai aussi un peu plus tard parce que, en gros, c'est un corps étranger qui vient du réseau et qui choisit soit de s'orienter vers la cavité abdominale, dans ce cas-là, on aura plutôt une réticulopéritonite, soit de s'orienter directement vers la cavité thoracique et former une magnifique réticulopéricardique. Donc, ça touche principalement les vaches laitières en postpartum immédiat. Généralement, on a une bonne décompensation après vélage. Macroscopiquement, donc là c'est pareil, c'est très difficile de le rater. Une réticulite, une péritonite, généralement suppurée ou fibrinosuppurée très abondante. Si le corps étranger est passé du côté thoracique, une péricardite avec parfois des hémopéricardes, une pleurésie, et vous avez parfois la chance de retrouver le corps étranger, mais ce n'est pas systématique. À partir du moment où vous avez une péritonite plutôt crâniale, plutôt droite, avec pourquoi pas des abcès sur le réseau, même si vous ne retrouvez pas de corps étranger, c'est imputable très fortement à une migration d'un corps étranger. Donc n'attendez pas de le retrouver pour en faire un diagnostic de certitude. Vous voyez des photos où je les ai retrouvées un petit peu partout. Certains sont restés coincés comme en haut à gauche dans la muqueuse et dans la paroi réticulaire. D'autres sont partis s'enfoncer dans le foie et ont créé un magnifique abcès. D'autres se retrouvent dans les poumons sans réaction flagrante. Et puis, vous voyez en bas vraiment les péritonites dévastatrices que peuvent faire ces corps étrangers. Donc, en bas à gauche, une péritonite crâniale. Au milieu, en bas, vous pouvez voir une hémipleurésie. Ça, c'est assez typique. Le poumon en dessous est sain et vous avez une pleurésie, mais que d'un côté. C'est-à-dire que les hémithorax des bovins sont assez séparés. Si le corps étranger décide de partir à droite, vous aurez une hémipleurésie droite. S'il décide de partir à gauche, vous avez une hémipleurésie gauche. Dès que vous avez une lésion d'hémipleurésie comme ça, la lésion est extra-pulmonaire. Le corps étranger vient d'ailleurs. Et puis, vous avez, comme en bas sur votre droite, un cœur qui est coupé transversalement. Vous voyez l'apex avec le ventricule droit et le ventricule gauche. Et vous voyez une multitude d'abcès au niveau du myocarde qui sont liés au fait d'un corps étranger qui va rester coincé dans le diaphragme, qui va piquer et venir piquer plusieurs fois le cœur, à chaque fois en instilant une petite dose de bactéries pyogènes. Est-ce qu'il y a-t-il des questions sur l'appareil digestif? Alors, je vais prendre les questions une par une. On va le faire appareil par appareil, comme ça on pourra. Oui, normalement, il y a des questions. S'il vous plaît, voir l'icône qui est. L'icône qui est. Questions et réponses. Oui, je le vois. Oui. Poser la question, quelle est alors la conduite à tenir pour la viande avec paratuberculose? Alors ça, je vais pouvoir juste vous préciser sur ce qu'on fait en France. C'est un peu, je pense que c'est pays dépendant. Donc en France, si le diagnostic n'a pas été posé, globalement, on peut faire partir la viande à l'abattoir sans aucun souci. Le motif de saisie, s'il y a saisie totale, c'est si l'animal est vraiment dans un état de maigreur absolue. Dans ce cas-là, il n'est même pas, il est abattu, mais il y aura des pénalités. Mais autrement, pour l'instant, rien n'interdit de manger de la viande de vache paratuberculeuse. Ensuite, conduite à tenir en cas d'ulcère de la caillette vers l'animal malade et le troupeau atteint en présence de plusieurs cas dans le même élevage. Alors, les ulcères de caillette, ça peut être dû à plein de choses. Donc, je vais tout de suite faire une dichotomie. Je ne parlerai pas des ulcères de caillette chez le veau, parce que c'est vraiment autre chose. Sur l'animal malade, il y a deux choses à faire. C'est-à-dire que soit vous avez un animal qui a un ulcère de caillette et c'est son principal souci. C'est-à-dire que vous avez diagnostiqué
un ulcère de Cayette sur un méléna, par exemple. Et l'animal, à part ça, va bien. Vous pouvez faire tout ce qui est tampon classique, de l'argile, du charbon. Ça peut aider. Il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Essayez peut-être pendant le temps que la Cayette se répare de baisser un petit peu en ration énergétique et d'augmenter le fourrage. Si l'animal, par contre, a des ulcères de Cayette avec du méléna associé à une autre pathologie, à une réticulopéritonite par exemple, à une paratuberculose, bref, à toute maladie chronique qui met l'organisme de l'animal à rude épreuve, il faut d'abord soigner la cause primaire, sinon vous ne ferez que du symptomatique, c'est-à-dire que vous allez soigner des ulcères ou les aider à se réparer, mais il y en aura d'autres qui vont se reformer automatiquement. Dans le cas des ulcères et scoliosis et pansements gastriques, alors là, c'est aussi, honnêtement, moi je suis spécialiste en pathologie, mais pas forcément en thérapeutique. J'en discute beaucoup avec mes collègues et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui passe chez les vaches, hein. Il y a le rumen qui fait vraiment obstacle, hein. C'est pour ça que j'ai dit que je parlerais plutôt chez les adultes que chez les veaux, parce que chez les veaux, il y a la gouttière œsophagienne qui permet d'administrer en effet des médicaments directement dans la Cayette, ce qui permet un accès direct du médicament à la Cayette. Pour les adultes, le mieux est de mettre l'animal un petit peu au repos, on va dire, en sollicitant le moins possible son tube digestif et en remplaçant une bonne partie de la ration énergétique par du fourrage. Donc, ceux et celles qui veulent poser leurs questions au à docteur Dorso, donc juste levez vos mains pour que je puisse pour- que je puisse lui passer la parole. Allô? Oui, Oui. Il n'y a pas de Donc, questions. il n'y a pas de questions, madame, on peut continuer, hein. très bien. Écoutez, je vais entamer ensuite la partie sur l'appareil cardiovasculaire. Donc là, je reprends la péricardite traumatique. Je vous en ai déjà parlé, l'appareil digestif. Donc, vous voyez, c'est plutôt des animaux qui vont se Normalement, présenter madame, cliniquement avec des œdèmes en partie de pied. Oui, docteur, avant d'entamer la cardiovasculaire, normalement, il y a autre sur l'appareil digestif. Voir le même icône de ah qui est. oui, d'accord. Je vois la paratuberculose est bien marquée sur le poumon que le tube digestif. J'avoue pas comprendre la question. Que généralement, les lésions pulmonaires qui sont liées à la paratuberculose sont très rares. Comme je vous le disais, il y a plutôt des granulomes qui peuvent apparaître, mais honnêtement, j'en ai jamais observé. Donc, je ne comprends pas trop le sens de la question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, du coup. Vous pouvez réécrire votre question? Les lésions, madame. Il n'y a pas de lésions liées à la paratuberculose dans les poumons. Je dis, il est écrit dans la littérature quelques granulomes, mais honnêtement, je n'en ai jamais observé. Donc, je pense qu'il est plus important de considérer que la paratuberculose est une maladie strictement digestive. Et s'il faut retenir quelque chose, c'est plutôt ça que des exceptions. Voilà. Madame, on peut continuer et vous répondez par la suite. D'accord, très bien. Alors. Donc, on va entamer le cardiovasculaire. Comme je vous disais, les animaux qui présentent une péricardite traumatique sont caractérisés par des œdèmes au niveau des clives, au niveau de l'auge, au niveau du fanon, et caractérisés aussi par une turgescence des jugulaires et parfois par un pouls rétrograde. Donc, je pense que vous connaissez plutôt bien ces lésions avec, comme vous le voyez en bas à gauche, un péricarde très fortement épaissi par de la fibrine que vous pouvez récolter en seau entier de 20 ou 30 litres. Qui a cette espèce, comme je le vois sur la photo centrale. En France, on appelle ça un aspect en omelette, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là, c'est vraiment une péritonite exudative. Et vous pouvez avoir aussi une péricardite qui se présente un peu plus comme celle qu'il y a sur la photo en haut à droite, avec vraiment un péricarde qui est très épaissi par de la fibrose et qui, bien sûr, va avoir de très grosses conséquences sur la fonction et sur la contractilité cardiaque.
toutes ces lésions de péricardite traumatique font que le cœur a du mal à pomper et va en fait occasionner une stase tout en aval du cœur et donc va se répercuter au niveau du foie. C'est ce qu'on appelle une hypertension portale. Et au niveau du foie, vous allez avoir une lésion typique. Donc, vous la voyez sur la photo en bas à droite. Un foie qui va vous apparaître bigarré de deux couleurs, une couleur beige, une couleur rouge. C'est typiquement ce qu'on appelle un foie cardiaque. Donc, dans le foie cardiaque, il y a donc deux processus. Le cœur ayant du mal à battre, vous allez avoir une stase en amont du cœur et donc vous allez avoir une stase au niveau hépatique, c'est-à-dire que c'est ce qui confère la couleur rouge au foie cardiaque. La couleur beige, elle est liée au fait que les hépatocytes baignent un petit peu dans le foie qui est en stase et donc vous allez avoir un défaut d'apport en oxygène et d'oxygénation de ces hépatocytes. Les hépatocytes, la première chose qu'ils font quand ils sont en hypoxie, c'est qu'ils arrêtent d'exporter les lipoprotéines qu'ils synthétisent. Donc, ils vont avoir tendance à stocker ces lipoprotéines et donc avoir un aspect beige qui est lié à la stéatose. Si vous devez retenir deux choses, c'est que stase plus stéatose, c'est la définition même du foie cardiaque. Pendant qu'on est dans les affections vasculaires, donc la thrombose de la veine cave caudale, assez classique, touchant les bovins de plus d'1 an et les vaches prêtes à avaler généralement. La photo que je vous montre, c'est une vache qu'on a eue dans les hôpitaux de Nantes et qui est littéralement est venue pour épistaxis et lors de la ronde clinique, nous a littéralement claqué entre les pattes avec un épistaxis monumental que vous pouvez voir avec tout le sang qu'il y a sur les barrières et ça a été son dernier épistaxis. Donc macroscopiquement, quand vous avez des vaches à l'autopsie suspectes d'une thrombose de la veine cave caudale, vous pouvez constater une pâleur des muqueuses, des abcès hépatiques qui peuvent être liés à une réticulopéritonite traumatique, un foie cardiaque et puis différents types de lésions, parfois toutes, une pneumonie, une endocardite ou une néphrite thromboembolique avec plus ou moins des infarctus pulmonaires, des hémorragies et une hémoptysie. En fait, tout part de la veine cave, vous voyez ici, donc soit au niveau du foie, soit au niveau du cœur. Et vous voyez un volumineux thrombus. Donc, au niveau du foie, c'est en bas à droite et au niveau du cœur, c'est en haut à droite aussi. Ces thrombus sont vraiment très volumineux, c'est-à-dire que ça peut faire 20-30 cm de long et faire un diamètre entre 5 et 8 cm. C'est totalement obstructif. Et c'est fibrino-suppuré. À partir de ce foyer, vous allez avoir des emboles septiques qui vont se détacher et qui vont ensuite se disséminer dans l'ensemble du corps de l'animal. Donc, quand ils se localisent au poumon, ces thrombis vont occasionner, comme vous le voyez sur la photo en haut à droite, des infarctus pulmonaires. Vous voyez bien que ça cible les vaisseaux, que c'est noirâtre, que c'est nécrotique. Et donc, ces infarctus pulmonaires vont faire que l'animal va saigner au niveau du poumon. Et à chaque fois qu'il va tousser, vous allez avoir cette hémoptysie, donc ce sang qui va remonter dans la cavité buccale suite à la toux de l'animal. L'animal peut soit les expulser, soit les réingurgiter. Et dans ce cas-là, vous trouverez du sang en nature dans le contenu ruminal sans qu'il y ait des ondes humaines. Donc ça, c'est assez classique et c'est ce qui est illustré sur la photo de gauche. Ces petits emboles qui partent du thrombus vont partir dans les poumons, mais vont partir aussi un petit peu partout, notamment dans le rein, où vous pouvez voir, comme sur la photo en bas à droite, de multiples emboles qui vont créer des micro-infarctus au niveau du rein. Donc, un petit point sur la pathogénie de la bactériémie. Donc, pour les bovins adultes, les points d'entrée majoritairement pour une bactériémie sont les métrites, les réticulopéritonites traumatiques et les mammites. Pour les veaux, c'est plutôt l'omphalophlébite ou l'entérite. Vous pouvez avoir aussi chez l'animal adulte une acidose subaiguë du rumen dont j'ai déjà parlé avec une altération de la paroi ruminale. Tout ça peut conduire à la présence ou au passage de bactéries dans le sang, qui est la définition même de la bactériémie. Cette bactériémie va donc occasionner des abcès hépatiques dans un premier temps, puisque le foie a un rôle quand même de filtre majeur. Il peut arriver qu'un de ces abcès grignote et perfore la paroi de la veine cave caudale et crée la thrombose de la veine cave caudale. À partir de cette thrombose, la
le détachement de microthrombines va créer des embolies pulmonaires qui vont ensuite disséminer dans tout le corps de l'animal. Les foyers secondaires chez les bovins adultes, c'est plutôt les poumons. Donc, vous allez avoir une pneumonie thromboembolique, le cœur avec une endocardite et le rein avec une néphrite thromboembolique. Pour ce qui est des veaux, les foyers secondaires, c'est plutôt la méningite et la polyarthrite. Donc, vous voyez, c'est le même mécanisme, mais les bactéries ne proviennent pas du même endroit, ils ne vont pas se loger au même endroit selon l'âge de l'animal. Donc, voilà à quoi ça ressemble une endocardite. Je pense que vous en avez déjà vu. Donc, vous voyez sur la photo de gauche des valvules épaissies, des masses bourgeonnantes qui peuvent être liées à plusieurs bactéries, Trupérella pyogenes, Escherichia coli. Ce n'est pas très spécifique. Et ensuite, bien sûr, par dissémination, ces thrombus se retrouvent au niveau du rein où ils peuvent provoquer, ici, vous voyez un infarctus massif du rein et puis des petites abcès septicémiques également dans le reste du cortex. Donc voilà à quoi ça correspond en d'autres images pour vous montrer un peu plus la tête que ça peut avoir. Donc sur la photo en haut à gauche, vous voyez des multiples abcès disséminés sur l'ensemble du parenchyme du cortex rénal. Ça typique, c'est une étiologie vasculaire, c'est-à-dire que l'agent pathogène est arrivé par le sang. Et comme c'est arrivé par le sang au niveau des vaisseaux, vous pouvez avoir souvent associé des infarctis. Donc, vous voyez, les infarctis sont des lésions, comme vous le voyez en haut à droite, des lésions bien délimitées, généralement beige, entourées d'un liseré qui peut être plutôt beige ou plutôt rouge, bien délimitées au niveau du cortex. Juste pour info, je vous ai mis la photo de la section d'un rein normal tout en bas. Est-ce que vous avez des questions sur l'appareil cardiovasculaire? Il y avait une autre question sur la BVD juste avant à laquelle je n'ai pas répondu, je m'en excuse, je ne l'avais pas vue. La BVD se complique par des bactéries à tropisme pulmonaire, lesquelles? Merci. Globalement, à partir du moment où vous avez par la BVD une compromission des défenses immunitaires, je peux vous dire que tout peut s'y installer dans les poumons. Donc majoritairement, on va dire que c'est Pasteurella multocida qui va vraiment s'y attacher en premier, mais vous pouvez aussi avoir de la bactérie, on va dire, commensale, c'est-à-dire qui généralement ne provoque aucune lésion, comme des Trupérella par exemple. Est-ce qu'un choc anaphylactique dû au surdosage d'un médicament, vaccin surtout, peut provoquer un ulcère au niveau du rumen? Non. Le choc anaphylactique, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps d'avoir de lésions, c'est ça le problème. Donc, souvent, j'ai des autopsies qui me sont demandées suite à un vaccin. Et je pense que le but de l'autopsie, quand on n'a pas les moyens d'explorer le système immunitaire bovin rapidement, le choc anaphylactique est très, très difficile à confirmer. Nous, le job de pathologiste ou de personne qui va faire l'autopsie dans ces cas-là, c'est de montrer qu'il n'y a aucune autre raison pouvant expliquer la mort de l'animal. Après, sur un choc anaphylactique, généralement, ce que vous retrouvez, ce sont des lésions, on va dire, pas spécifiques du tout. Un œdème pulmonaire, une CIVD, la congestion de beaucoup d'organes et surtout une absence d'autres lésions pouvant expliquer la mort. Donc, c'est plus un diagnostic d'exclusion qu'un diagnostic de confirmation. Et aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas de quoi doser les cytokines dans le sang des bovins, on ne pourra pas vraiment conclure à un choc anaphylactique. C'est très difficile comme conclusion. Une autre question, madame, sur le live du Facebook. Quel est le diagnostic différentiel entre l'IBR et la coryza gangréneuse sur le plan clinique? Entre quoi, pardon? Entre l'IBR et la coryza gangréneuse. Ah, c'est pas toujours évident de faire la différence en effet. Généralement, on dit que l'IBR se cantonne plus à tout ce qui est trachée et poumon, alors que si vous avez un coryza gangréneux, vous allez plutôt avoir ce qu'on appelle chez nous en France la clinique des trois fontaines. C'est-à-dire que votre animal va avoir un épiphora au départ séreux qui va devenir séropurulent assez vite. Vous allez avoir également un jetage et un animal qui va avoir tendance à baver énormément. Ces trois fontaines, on les a peu souvent dans le cadre d'IBR. C'est très, très rare. Donc, je dirais que c'est plutôt vraiment dès que vous avez le jetage, l'épiphora et l'animal qui bave, vous allez plutôt avoir tendance à être dans un diagnostic de coryza gangréneux, alors que si vous n'avez pas ça, vous allez avoir plutôt
une IBR. Après, il faut savoir aussi que dans le cadre du coryza gangréneux, vous avez généralement une hyperthermie très, très, très forte. Un peu plus qu'avec, que pour l'IBR. Après, évidemment, si l'IBR se complique aussi d'affections bactériennes, vous pouvez avoir aussi un animal qui monte très, très haut. Donc, c'est vrai que le diagnostic différentiel n'est pas toujours facile à faire. Mais comme je dis, si vous avez les 3 fontaines, orientez-vous principalement vers le coryza gangréneux. On me demande de réexpliquer le foie cardiaque. Alors, le foie cardiaque, je sais pas, j'ai à refaire et la pathogénie et les lésions. Donc, vous savez que le foie est juste en aval, le cœur, pardon, est juste en aval du foie dans la circulation sanguine droite. Donc, si vous avez un problème au niveau du cœur, il va y avoir des répercussions sur le foie parce qu'il va y avoir une stase. Le cœur ne sera pas en mesure de pomper correctement le sang. Donc, vous allez avoir une stase monumentale au niveau du foie. La stase, c'est ce qui va vous conférer l'aspect rouge que vous avez dans le foie cardiaque. Et puis, cette stase, donc stase, ça veut bien dire ce que ça dit, c'est le flux sanguin ne circule pas bien. Vous allez avoir un renouvellement du flux veineux qui va être moins important et donc des hépatocytes qui vont avoir accès à beaucoup moins d'oxygène. Donc, les hépatocytes vont être en anoxie. Et quand les hépatocytes sont en anoxie, ils n'arrivent plus à excréter dans le sang les lipoprotéines qu'ils synthétisent. C'est-à-dire que l'hépatocyte, son rôle aussi, c'est de synthétiser des lipoprotéines. Et donc, il va les garder dans son cytoplasme. S'il les garde dans son cytoplasme, des lipoprotéines, on va dire, c'est un terme d'anapathe, c'est l'hépatocyte est en stéatose. Il n'arrive pas à expulser son gras et tous les lipides vont être préservés dans le cytoplasme. Et c'est cette stéatose qui va donner le côté beige. D'accord? Donc, si vous avez un foie bigarré à la fois rouge et à la fois beige, c'est-à-dire qu'il souffre de stase et de stéatose. Et dans ce cas-là, c'est un foie cardiaque. Si vous avez un foie comme ça, il faut absolument aller ouvrir le cœur. S'agissant de TVCC, peut-on le détecter à l'auscultation cardiaque? Alors, oui et non. Tout dépend de ce que la TVCC a décidé de faire. Si votre TVCC a décidé de se désagréger en petits thrombus et a la bonne idée de vous faire une endocardite, oui, vous allez détecter l'endocardite à l'auscultation cardiaque. La seule façon de diagnostiquer une TVCC de façon sûre et précise du vivant de l'animal, c'est de faire une échographie du foie. Et vous avez la veine cave qui a tendance, et les veines hépatiques également, à avoir un aspect triangulaire qui est assez typique. Après, je ne suis pas spécialiste en échographie, je tiens ça de mes collègues. Et généralement, ils ne se trompent pas trop. Après, on se sert beaucoup des commémoratifs pour la thrombose de la veine cave caudale. Une vache qui a des épistaxis réguliers, ça oriente très très fort. Si cet épistaxis est localisé à une seule narine, on peut penser tout d'abord à un corps étranger. Si l'épistaxis touche les 2 narines, vous pensez tout de suite à la TVCC. Le problème, c'est que beaucoup de vaches se lèchent un petit peu le nez et ce n'est pas toujours facile de voir les épistaxis. Si vous avez un animal qui bricole, qui ne va pas bien, qui a à la fois des signes respiratoires et des signes cardiaques et des signes digestifs, qui présente une hyperthermie fluctuante, c'est très en faveur de la TVCC. L'hyperthermie fluctuante est juste liée au fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir désagrégation du thrombus, il va y avoir une bactériémie et ça va faire monter la température de l'animal jusqu'à ce que le thrombus s'immobilise et là, l'animal va aller mieux. Donc, vous allez vraiment avoir un animal avec une évolution clinique en dents de scie et une hyperthermie qui suit cette évolution clinique-là. Donc, sur ces bases-là, atteintes respiratoires, digestives et cardiaques, hyperthermie fluctuante, vous pouvez penser à une TVCC. Donc, on commence, Ada. Très bien. Alors, on va commencer par continuer avec la pathologie urinaire. Donc, les urolithiases, on en a quelques-uns. À partir du moment où on fait des autopsies de taureaux, c'est beaucoup plus fréquent. Sur les vaches, c'est quand même assez rare. Et il faut savoir que chez les bovins, c'est majoritairement des cristaux de silice et moins souvent des struvites avec des phosphato ammoniaco-magnésiens.
Donc là, en autopsie, c'est quand même assez facile à reconnaître hein, lorsque vous faites une section du rein. En plus, je vous ai pris une belle photo, là, vous ne pouvez pas la louper. En gros, vous avez en effet des concrétions qui se situent localement au niveau du bassinet. Et vous pouvez retrouver ces cristaux lors d'une analyse d'urine, comme vous le faites pour les carnivores domestiques. Ça va assez vite. L'appareil respiratoire, alors là, c'est un gros morceau chez les vaches adultes. Avant de pouvoir entamer les différentes lésions qui sont liées aux différents agents, il faut absolument comprendre que les pneumonies, elles ont vraiment deux facettes. C'est-à-dire qu'elles sont soit alvéolaires, soit interstitielles. Vous allez voir, je vais vous expliquer après. Lors des pneumonies alvéolaires, la taille du poumon est globalement un peu augmentée. Lors des pneumonies interstitielles, il est de même taille. La consistance est très augmentée lors de pneumonies alvéolaires, modérément augmentée lors de pneumonies interstitielles. Les deux sont liés à des agents qui arrivent par voie aérophore, donc elles sont toutes les deux, la pneumonie alvéolaire comme la pneumonie interstitielle, une distribution qui est crânio-ventrale. Par contre, lorsque vous avez une pneumonie alvéolaire, vous avez une extension lobaire à plurilobulaire, c'est-à-dire que l'agent pathogène va grignoter un lobule pulmonaire, puis un autre, puis un autre. Vous avez une progression du front que vous voyez très bien. Lorsque vous avez une pneumonie alvéolaire, vous avez une distinction, une démarcation nette entre le tissu sain et le tissu lésé. Ce qui n'est pas le cas dans une pneumonie interstitielle où généralement l'agent est beaucoup plus virulent et va toucher la totalité du poumon très rapidement. Donc, on parle cette fois-ci de distribution lobulaire extensive. Ça va très vite. À la section, les pneumonies alvéolaires sont plutôt plus ou moins sèches, avec du pus, ça n'empêche pas, mais c'est plutôt une texture assez sèche. Les pneumonies interstitielles sont plutôt humides. Les pneumonies alvéolaires ont une particularité, dont des foyers de nécrose. Les pneumonies interstitielles sont caractérisées généralement par un emphysème ou de l'atelectasie. Donc, globalement, je pense que quand j'ai décrit ça, vous avez peut-être perçu que les pneumonies alvéolaires, ce sera plutôt pour les bactéries, les pneumonies interstitielles, ce sera plutôt pour les virus. Donc, voilà comment ça se passe au niveau histologique. Parce que tant qu'on n'a pas compris ce qui se passe au niveau histologique, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au niveau macroscopique sur les poumons. En haut, un poumon sain. J'ai fait un zoom sur une bronche en plein milieu. Et autour, ce que vous voyez, la dentelle qui est bien déchiquetée, ce sont les parois alvéolaires. Et au milieu, tout ce qui est blanc, c'est l'air qui circule. Donc, vous voyez, ces parois alvéolaires sont fines. Heureusement qu'elles sont fines puisqu'elles doivent permettre le passage de l'oxygène présent dans les alvéoles, dans les capillaires pulmonaires. Lorsque vous avez une bronchopneumonie suppurée, c'est-à-dire ce que j'ai appelé avant pneumonie alvéolaire, vous voyez donc dans la photo qui est en bas à gauche, au milieu, vous avez une bronche qui est remplie de plein de petits points bleus ou violets, ça dépend comment on voit les couleurs, de petits points sombres. Tout ça, ce sont des granulocytes neutrophiles qui remplissent la lumière des bronches. Et vous voyez en dessous, vous ne voyez même plus l'air circuler. Vous ne pouvez pas faire la différence entre les endroits où il y a de l'air, les endroits où il y a des capillaires et des membranes alvéolaires. En fait, vous ne voyez rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, attendez, j'ai un petit, hop, je vais s'afficher. Vous avez de l'exudat, donc des neutrophiles, du pus en l'occurrence, là, qui remplit tous les endroits où il y avait potentiellement de l'air. L'animal, il respire très très mal. Et là, vous comprenez pourquoi dans les pneumonies alvéolaires, je vous dis que la consistance était très augmentée. Il n'y a pas d'air. Partout où il y avait de l'air, c'est comblé par du pus et des neutrophiles. Donc, quand on voit à la texture, c'est quand même très ferme. Donc ça, c'est assez typique des bronchopneumonies suppurées. Pour les pneumonies interstitielles, la photo qu'il y a en bas à droite, vous voyez que c'est différent. Vous arrivez à voir sur quelques endroits de l'air qui est encore présent. Je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, j'espère que oui, parce que ce n'est pas facile à décrire autrement. Vous voyez des endroits optiquement vides, blancs, où l'air circule. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a rien précisément dans les alvéoles, il y a surtout un épaississement des travées qui sont entre les alvéoles. D'accord? Donc, dans une pneumonie interstitielle, ce qui est touché, comme son nom l'indique, c'est l'interstitium. Ce sont les parois alvéolaires le problème. Elles s'épaississent très fortement, elles exudent de la fibrine qui va créer des fausses membranes de fibrine tout autour et qui font que la surface d'échange entre l'air et les capillaires va être fortement épaissie et donc va être fortement compromise également.
Donc, typiquement, à gauche, vous avez une infection bactérienne, à droite, une infection virale. Donc, maintenant que ça, c'est bien clair, on va commencer un petit peu à parler des différents pathogènes respiratoires et on reviendra ensuite avec vos questions au fur et à mesure. Donc, la manémiose qui est liée à Manemia hemolytica, c'est une bactérie qui est présente naturellement dans l'oropharynx des bovins, d'accord? Et généralement, elle ne descend pas dans les poumons. Elle se plaît très bien dans le nez, ce n'est pas un souci. Mais à la lumière de facteurs prédisposants, des infections virales, une infection préalable par le mycoplasme, du stress, de la déshydratation, un refroidissement, le sevrage ou le transport, vous allez avoir une baisse de l'immunité de l'animal, qui peut être une baisse d'immunité locale, un problème sur l'ascenseur mucociliaire par exemple, ou une baisse de défense locale. Dans ce cas-là, les manémias qui sont présentes dans l'oropharynx vont descendre au niveau des poumons et acquérir des facteurs de pathogénicité qui vont faire qu'elles vont devenir virulentes dans les poumons. Pourquoi elle est virulente? Parce qu'elle a plein de choses pour être virulente, Manemia. Elle a une capsule, elle a des endotoxines et elle a surtout une leucotoxine. J'insisterai beaucoup là-dessus parce que la leucotoxine, c'est la clé de la pathogénie. La leucotoxine, c'est une toxine qui va faire chimiotactique pour les leucocytes. Donc, elle va appeler de nombreuses cellules inflammatoires, mais elle va les tuer sur place. Donc, vous allez vous retrouver avec une réaction inflammatoire majeure, mais totalement inutile. Et macroscopiquement, ça se présente comment? Comme une bronchopneumonie. Généralement, c'est très aigu. C'est fibrino-exudatif, ça peut être fibrino-hémorragique ou fibrino-nécrotique. Et c'est toujours associé à une pleurésie monumentale. Dans les cas de manémiose, comme vous avez cette leucotoxine qui fait venir beaucoup de cellules inflammatoires, mais qui les tue sur place, vous allez avoir une réaction en chaîne qui va s'auto-entretenir, c'est-à-dire que les cellules inflammatoires qui vont être tuées vont émettre également des cytokines qui vont permettre à la réaction inflammatoire de flamber. Et donc, vous allez très vite arriver dans un cercle vicieux qui font que même si vous traitez par des antibiotiques et que vous tuez donc les bactéries, la leucotoxine restant, le cercle vicieux va s'amplifier. Donc, pour le traitement des manémioses, surtout toujours associer un anti-inflammatoire, stéroïdien ou non stéroïdien, à votre antibiotique. C'est vraiment un conseil majeur. Donc, comment ça se présente? Vous avez sur la gauche un poumon sain et sur la droite un poumon fortement atteint. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une bactérie qui vient du haut par les voies aérophores, donc la localisation est crânio-ventrale. Vous allez avoir un parenchyme pulmonaire qui est ferme, mais ferme. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a aucune affection bactérienne qui rend le poumon plus ferme que la manémiose. Vous avez l'impression sous vos doigts d'avoir du foie, vraiment. Vous avez toujours un aspect en mosaïque avec des foyers de nécrose qui sont gris à rouge, tout dépend. Ils sont rouges si vous arrivez sur une forme très aiguë, suraiguë, et plutôt gris sur une forme, on va dire, moins aiguë. Et c'est toujours des foyers de nécrose qui sont très festonnés, toujours très bien délimités en carte de géographie avec un contour irrégulier, entouré d'un liseré qui peut être blanchâtre à rougeâtre. Je vous en montrerai d'autres après. Un autre agent pathogène qui crée également parfois des lésions pulmonaires assez marquées, c'est la dictyocolose. Donc, dictyocolose viviparus, vous connaissez très bien. Les adultes, les œufs et les larves sont plutôt dans les bronches caudales et les œufs et les larves seuls sont plutôt dans les bronchioles et les alvéoles caudales. Généralement, il y a deux types de lésions. Vous voyez ça surtout lorsque vous autopsiez, vous avez un emphysème monumental. C'est-à-dire que l'animal était vraiment en très forte détresse respiratoire et cette détresse respiratoire crée la rupture de ces parois alvéolaires et la répartition de l'air dans les cloisons conjonctives. Donc, un emphysème souvent très fort. Une bronchite catarrhale avec beaucoup de mucus et généralement, on voit les animaux dedans. Et une pneumonie interstitielle si l'infestation est massive. Donc, voilà à quoi ça correspond. Comme je vous le disais, vous le voyez sur la photo en haut à gauche, une pneumonie, un emphysème qui est quand même très marqué avec de l'air dans les cloisons interlobulaires, comme on le voit aussi sur la photo en haut à droite. Sur la photo en bas à gauche, vous pouvez voir des petits nématodes qui se baladent à la jonction des bronches. Et puis, vous pouvez voir également sur la photo en bas à droite tous ces petits points blancs qui correspondent en fait
à ce qu'on appelle du BALT. Donc, le BALT, c'est le tissu lymphoïde annexé aux muqueuses. Et lors d'une infestation massive, on va avoir une hyperplasie de ce BALT. Et c'est ce que vous voyez, c'est des petits manchons lymphoïdes autour des bronches que vous voyez macroscopiquement sous la forme de nodules de 1 à 2 mm de diamètre, plutôt blanchâtres, disséminés dans l'ensemble du parenchyme pulmonaire. Là, je ne sais pas si ça a marché. Désolée pour le son. Vous pouvez les voir sur des cas très très frais. Ils peuvent gigoter encore. C'était juste la petite parenthèse. Donc, au niveau de l'histologie, donc, vous voyez ici sur la photo qui est en haut à gauche des œufs. Et vous voyez également l'épaisseur que peut avoir le septum interalvéolaire. C'est-à-dire que de chaque côté, en blanc, vous avez de l'air. Et que dans cette paroi-là, logiquement, l'air est directement au contact, quasiment avec deux cellules d'écart. Le pneumocyte et la cellule endothéliale, 2 cellules d'écart entre l'air et le sang. Vous comprenez bien là qu'il y a beaucoup plus qu'une ou 2 cellules d'écart et donc l'animal est en détresse respiratoire majeure. Et vous pouvez voir sur l'autre photo, la deuxième photo en bas sur votre droite, la présence d'une larve entourée d'un exudat de neutrophiles. Est-ce que vous avez des questions au niveau de l'appareil respiratoire? Les gars, est-ce qu'il y a des questions? Alors, On accepte les questions dans la partie QR. Alors, il y a une question sur quelle est la différence entre l'indigestion simple et l'indigestion vagale. J'avoue que là, je n'ai pas les compétences pour vous répondre puisque globalement, ces deux indigestions n'ont pas de lésions macroscopiques très, très fortes. Donc là, c'est plutôt de la médecine et de la clinique plus que d'anatomie pathologique. Donc, je me garderai bien de répondre sur cette question. Et le diagnostic clinique de RPT, alors ça dépend vraiment. Soit vous entendez par RPT réticulopéritonite traumatique, donc dans ce cas-là, c'est une péritonite, c'est un animal qui a des troubles de motricité digestive, qui peut être en alternance diarrhée, constipation. Vous pouvez voir en parasynthèse, vous pouvez avoir de l'exudat fibrineux. Et puis un animal généralement qui maigrit, qui ne se sent pas bien, qui est en hyperthermie. Si dans RPT, pour vous, c'est réticulopéricardite traumatique, là, par contre, vous avez plutôt des lésions de répercussions cardiaques. Donc, au niveau de l'examen clinique, vous allez avoir des œdèmes, fanons et auges, une turgescence des veines jugulaires et puis généralement à l'auscultation, il y a un gros bruit de glouglou. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi sur les OP, donc je pense que c'est les œdèmes pulmonaires, ainsi que les emphysèmes. Alors, globalement, l'œdème et l'emphysème, ce sont deux lésions qui ne sont pas pathognomoniques. C'est-à-dire que l'emphysème que vous avez, je vois beaucoup de gens qui associent systématiquement emphysème et virus respiratoire syncytial bovin. Je pense que c'est vrai, il y a souvent de l'emphysème avec des cas de RS, mais pour autant, vous ne pouvez pas dire à chaque fois que vous avez de l'emphysème que c'est un RS. Parce que là, par contre, c'est un peu abusé. L'emphysème, il est juste témoin du fait que vous avez une vache qui est en dyspnée, qui respire mal et qui, lors de chaque inspiration, va avoir des parois alvéolaires qui claquent parce qu'elle est en insuffisance respiratoire et qui va avoir de l'air qui se dissémine au niveau de ses tissus conjonctifs pulmonaires. Donc, pour moi, l'emphysème n'est pas du tout spécifique. Bien sûr, vous le notez et ça fait partie du diagnostic, mais vous pouvez avoir de l'emphysème sur différentes choses, sur du RS. La dictiocolose, vous avez un emphysème monumental. Lorsque vous avez une obstruction trachéale, vous avez un emphysème catastrophique. Lorsque vous avez une manémiose qui arrive très subitement, en 24-48 heures, vous avez les 3/4 du poumon qui sont totalement non fonctionnels. L'animal va avoir une dyspnée inspiratoire monumentale et donc vous allez avoir aussi un emphysème. Donc voilà, les œdèmes pulmonaires, c'est exactement pareil. En gros, l'œdème pulmonaire peut être associé à plusieurs maladies. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un œdème pulmonaire ou un emphysème macroscopiquement que vous pourrez en déduire quelque chose étiologiquement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Diagnostic différentiel entre OAP et dictiocolose. Alors, généralement, dans la dictiocolose, on n'a pas forcément d'œdème, on a surtout un emphysème.
Et puis, globalement, quand j'ai un emphysème très, très fort comme ça, que je n'ai pas d'autres lésions pulmonaires ben, et que j'ai bien vérifié dans toutes les bronches que je n'ai pas d'adulte dictocole, je prends une histo et je regarde en histo si j'ai des œufs et des larves. Généralement sur les lobes caudaux, c'est un peu plus, c'est la bonne localisation. Je n'ai pas bien saisi votre conseil de l'association d'antibiotiques et anti-inflammatoires lors de la manémiose. Alors, en gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la bactérie, donc Manemia hemolytica, certes, c'est une bactérie, elle se multiplie et elle a tendance à faire de la nécrose pulmonaire, mais elle fait de la nécrose pulmonaire parce qu'elle émet une leucotoxine, d'accord? Et cette leucotoxine, elle reste et elle perdure. Elle va provoquer une réaction immunitaire très, très forte. On n'est pas très, très loin du choc histaminique, hein, donc ça va, c'est très exudatif, ça atteint les vaisseaux, c'est très, très, très fort. Et donc, cette leucotoxine peut rester, c'est-à-dire qu'elle a une durée de vie qui est supérieure à celle d'une bactérie que vous auriez tuée avec un antibiotique. Donc, lorsque vous avez une suspicion de manémiose, vous allez traiter par antibiotique. C'est bien, vous allez limiter la bactérie, vous allez limiter son développement, c'est super. Par contre, vous n'allez pas agir sur toute la leucotoxine que ces bactéries ont émise avant. C'est-à-dire que la leucotoxine, elle va rester et la réaction inflammatoire, elle va continuer à s'auto-entretenir. Si vous n'y mettez pas fin avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens, type kétroprophène ou autres, ou encore mieux sur les vaches qui sont non gestantes avec des corticoïdes, vous n'arriverez pas à juguler cette réponse immunitaire qui s'est emballée et qui ne dépend plus de la présence de la bactérie, mais de la présence de la leucotoxine. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours associer les deux et surtout faire très vite et très fort. Les lésions pulmonaires qui sont des taches blanches bien marquées sur les poumons, s'agit-il de pleuropneumonie? Là, c'est un petit peu difficile de répondre à ces questions parce que taches blanches et taches blanches, ça veut tout dire et rien dire. En gros, il faut vérifier ces taches blanches, il faut vérifier leur taille, bien sûr, si c'est tout petit ou si c'est plus grand, si ça touche les poumons, si ça touche les poumons et la plèvre, si ça touche que la plèvre, parce qu'en effet, si vous avez des taches blanches dans le parenchyme pulmonaire, sans pleurésie, ce n'est pas une pleurésie du parenchyme pulmonaire et de la plèvre. Est-ce que ça provoque une hémoptysie? J'ai pas compris la question. Qu'est-ce qui provoque une hémoptysie? Si c'est la thrombose de la veine cave caudale, oui, ça provoque une hémoptysie. Si c'est pour la manémiose, non, ça ne provoque pas d'hémoptysie. Pas le temps, ça va trop vite. Pour créer une hémoptysie, en fait, globalement, la lésion qui est en dessous l'hémoptysie, c'est l'infarctus pulmonaire. Cet infarctus pulmonaire ne peut arriver que par voie sanguine s'il y a des thrombus qui arrivent dans le poumon. Donc, s'il y a des thrombus qui arrivent dans le poumon, deux solutions. Soit ça vient du thrombus de la veine cave en passant par le cœur et le poumon, soit c'est une lésion d'endocardite primaire liée à, je ne sais pas, une bactériémie secondaire à une métrite. Si vous avez une endocardite, vous pouvez avoir également, puisque les petits thrombus se détachent des valvules et vont directement dans la circulation pulmonaire, ils vont faire des infarctis. Donc, dès que vous avez une hémoptysie, c'est qu'il y a des infarctis pulmonaires. Après, ces infarctis pulmonaires peuvent avoir différentes causes. L'emphysème pulmonaire. Oui. Oui, il y a une autre question sur le live de Facebook. Quels sont les types de pneumonie? Je crois y avoir répondu en différenciant les pneumonies alvéolaires des pneumonies interstitielles. Après, je pense que après préciser un peu plus votre question. D'accord, madame. On continue, madame. Alors, l'emphysème pulmonaire cliniquement, c'est simple, à l'auscultation pulmonaire, vous avez des crépitements. Hein, ça, c'est assez classique. Une fois qu'on les a entendus une fois, on les garde toute leur vie. En ce qui concerne le plan clinique, la différence entre pneumonie et bronchopneumonie sur le plan clinique. Donc, les points communs, c'est simple, c'est une insuffisance respiratoire. Sur le plan clinique, généralement, la bronchopneumonie s'accompagne d'une leucocytose et pas la pneumonie, puisqu'il y a généralement dans la bronchopneumonie un afflux de neutrophiles majeur. Donc, ce serait peut-être le diagnostic principal. La fièvre, vous pouvez l'avoir dans les deux, sachant qu'une fièvre liée à une pneumonie plutôt virale interstitielle
sera plus élevée et plus courte qu'une bronchopneumonie où vous allez avoir un petit train de fièvre qui va perdurer plus longtemps. Dans l'OAP, il y a des râles crépitants par rapport à la dictiocolose. Oui, c'est possible aussi. Après, honnêtement, au niveau auscultation pulmonaire, je préfère faire des commentaires qui vont vous renvoyer plutôt vers des médecins, on va dire, et des buillatres spécialisés en clinique parce que franchement, je ne suis pas la bonne interlocutrice pour ça. La différence entre leucotoxine et endotoxine. Alors, endotoxine, c'est des toxines classiques hein, de bactéries, c'est du LPS, c'est des choses comme ça. Donc, l'endotoxine a plutôt tendance à stimuler la réaction immunitaire, mais une réaction immunitaire efficace. La leucotoxine, donc leuco pour leucocyte, toxine pour toxine, toxique envers les leucocytes, c'est typiquement, et il n'y en a qu'une, c'est Manémia, c'est la seule à en faire, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, une toxine qui va avoir tendance à attirer les leucocytes et par contre à les tuer sur place, c'est-à-dire que le système immunitaire est très activé mais ne peut pas répondre puisque en gros il vient sur site mais il est dans l'incapacité totale de répondre puisque les cellules sont tuées. Les cellules immunitaires sont tuées sur place. Concernant les pathologies respiratoires allergiques, surtout chez le veau, comment on différencie d'une autre maladie respiratoire? Là aussi, je vais plutôt vous renvoyer vers des gens qui ont des compétences cliniques plutôt que des compétences pathologiques anapathes, parce que c'est pas du tout la même chose, je pense, alors que nous, on a accès directement au poumon, donc on voit l'aspect lésionnel que ça a. Et ça n'a rien à voir avec l'auscultation et tous les changements que vous pouvez voir. Donc là, c'est plutôt de la clinique et je me garderai bien encore une fois d'aller sur ce terrain-là. Madame, oui. Je pense que c'est temps pour continuer la conférence. Oui, tout à fait. Ça suffit. D'accord. Donc, madame. Je peux continuer sur l'appareil locomoteur ou vous souhaitez que nous terminions la conférence? Oui, madame. On continue sur l'appareil locomoteur. D'accord. Très bien, je vais essayer de faire plus rapidement. Donc, l'appareil locomoteur, on va parler de l'ostéochondrose. Donc, c'est une anomalie de l'ossification qui va faire que le cartilage va se nécroser et donc créer des boiteries et des retards de croissance assez majeurs, notamment chez les bovins qui ont une croissance rapide et lourde. Ça touche principalement les articulations du grasset, la tête humérale, le radius distal et le coude, avec un épaississement des plaques de croissance et une chondrolyse. Donc ça, c'est assez facile de voir ça en autopsie. Classiquement, donc vous voyez sur la photo en haut à gauche une plaque de croissance avec par-dessus, vous voyez un petit tissu blanchâtre. Donc typiquement, ça, c'est du cartilage qui reste alors qu'il devrait être ossifié et qui reste une zone de fragilité. Cette zone de fragilité peut être très extensive, comme vous le voyez sur la photo en haut à droite, avec vraiment le cartilage qui peut s'éplucher comme ça à la main. Donc, c'est assez douloureux. Pour les arthrites et les ostéomyélites, donc ça, je pense que vous savez faire le diagnostic nécropsique. Hein, vous ouvrez les articulations et vous voyez généralement une atteinte articulaire avec la présence de fibrine ou de pus dans la capsule articulaire, plus ou moins une atteinte de l'articulation. L'arthrite, en gros, il faut juste se préciser deux choses. Soit vous avez une arthrite, une monoarthrite, donc dans ce cas-là, c'est plutôt des phénomènes traumatiques ou inoculatoires. Il faut vraiment distinguer ça des polyarthrites. Dès qu'on a plusieurs articulations touchées, il faut penser en premier à un phénomène septicémique avec dissémination hématogène dans les articulations. Le système nerveux, on va y aller assez rapidement. Donc la listériose, vous connaissez comme moi, liée à Listeria monocytogenes. Je vous passe la pathogénie, hein, c'est plus de la clinique. Juste pour revenir à la clinique assez classique, hein, la paralysie faciale unilatérale, le tournis ou la déviation de la tête. Et en macroscopie, ce que vous pouvez voir, c'est des encéphalites, des avortements, une mortalité, parfois des mammites et des septicémies. Moi, j'en ai jamais vu associé, mais c'est décrit. Donc, en gros, la vache à listériose, elle se présente comme ça. Hein. Vous avez vraiment une hémiparésie avec une ptose palpébrale et une ptose de l'oreille qui est en fait consécutive à la présence de micro-abcès au niveau du tronc cérébral, ce que vous voyez en histologie ici. On va terminer par un petit peu de dermatologie. Donc, la bestmathiose, je ne sais pas si vous en avez. Nous, on en a de plus en plus en France. Ça se caractérise par ce qu'on appelle une sclérodermie, c'est-à-dire un épaississement cutané diffus, marqué, avec une dermatite alopécique. Et le diagnostic différentiel principal, c'est la photosensibilisation. Et si vous observez des kystes
de scléro, cela permet vraiment de faire le diagnostic différentiel puisqu'il n'y a pas de kyste scléro dans la photosensibilisation. Donc, vous voyez en haut à gauche à quoi ressemble un animal qui souffre de sclérodermie, cet épaississement massif qui est lié en fait à la présence, vous voyez ici vraiment de tous les micro-organismes, de ces protozoaires de Besnotiose qui épaississent le derme de façon monumentale. Et lorsque vous observez bien la sclère, vous voyez des petits grains de la taille d'un grain de semoule qui sont au niveau de la sclère et qui vous indiquent clairement que vous avez affaire à un cas de Besnotiose. La dermatite digitée, je vais juste en dire deux mots, une dermatite ulcérative et proliférative qui est liée à des tréponèmes et qui touche généralement la région interdigitée au niveau du talon. Là aussi, très, très difficile de s'en débarrasser quand il y a ça dans un élevage. C'est très, très difficile et c'est surtout très endémique. Toutes les vaches sont touchées quasiment et ça va très vite. La gale, bon, ça aussi assez classique, se caractérisant par une dermatite érythématocrouteuse, alopécique fortement prurigineuse, généralement localisée plutôt au niveau de l'arrière-train, périnée, queue, scrotum et mamelles, et parfois même jusqu'au garrot. La teigne est là aussi assez classique, une dermatite alopécique numulaire, donc on voit bien ici ces lésions dépilées très rondes, touchant principalement